Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. C'est un bien triste anniversaire aujourd'hui. C'est la 2e année de commémoration des attaques du Hamas contre un kibbutz en Israël. Il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniens un peu partout sur la planète. Il y en a bien sûr dans d'autres villes chez nous, au Québec et Montréal. Et entre autres à Montréal, il y a plus de 80 000 étudiants qui ont adopté des mandats de grève. Il y a des marches qui sont prévues toute la journée par d'autres groupes aussi. Mais Concordia McGill, Cégep Dawson, l'UQAM, on marche, on est dehors, on fait du bruit, on manifeste. C'est correct de manifester. Moi, je pose des questions, puis je suis même en désaccord avec tous ceux qui veulent foutre le bordel. J'ai devant moi la lettre là, de Graham Carr, qui est le recteur de Concordia, puis qui dit que c'est la première fois en 2 ans là, qu'ils ont fermé. Ils ont dû fermer le campus du centre-ville à Concordia parce qu'ils disent hier, il y a plusieurs groupes, je cite, provenant d'autres universités et cégeps, ainsi que des contre-manifestants qui ne sont pas reliés à notre université, qui prévoient de se rassembler cet après-midi à l'extérieur de notre campus au centre-ville. Le risque de perturbation extrême est trop élevé pour que nous puissions fonctionner comme d'habitude. Alors, on a décidé que devant les actes d'intimidation et de violence qui ne devraient pas avoir aucune place dans notre société, on a décidé de fermer le campus. Et là, il en appelle, il dit « Je sais que la grande majorité d'entre vous en avez assez du comportement et du manque de respect dont font preuve certains envers l'université. La sécurité de notre communauté demeure primordiale. » Puis hier, il y a des gens qui ont été retrouvés avec des barres de fer, avec plusieurs engins incendiaires. Franchement. C'était pas du monde de Concordia. Fait qu'il y en a qui en profitent. Ben oui. Pour foutre le bordel. Puis il y a des provocateurs là-dedans aussi. Là. Il y a des gens qui peuvent infiltrer les mouvements. Complètement. Tu disais, là, on croit au droit de manifester. Moi, je comprends le concept de la désobéissance civile, mais à un moment donné, tu finis par nuire à ta propre cause. Là, on parle d'importer les enjeux d'ailleurs ici. Il y a des gens qui peuvent pas étudier aujourd'hui, qui ont peur de se rendre à l'université. Franchement, cette violence-là, c'est horrible. Ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui, 7 octobre, c'est la violence, c'est l'inhumanité, c'est la barbarie. Je veux même pas rappeler les gestes déplorables qui ont eu lieu le 7 novembre il y a 2 ans contre des femmes, contre des enfants, contre des bébés, contre des hommes, perpétrés par un groupe terroriste islamique qui s'appelle le Hamas. Il y a encore des gens aujourd'hui là, qui auraient envie de me lapider juste parce que je viens de dire cette phrase. Frère. Alors que c'est des faits. Là, alors que c'est documenté. On va en discuter tout de suite, mais je voudrais avoir vos commentaires là-dessus, dans le respect, bien sûr, de cette j'en ai discussion. reçu quelques-uns qui étaient moins dans le respect tantôt. Là. Il y avait quelques sacres quand même. Là. Je pense que les gens sont excédés. Là, sont tannés de voir à quel point on est rendu justement dans la violence, puis dans la division, puis la polarisation, puis il y en a qui sont excédés. Mais on prend vos commentaires. Là. S'il y a trop de sacres, là, je ne les mentionnerai pas en ondes. Tu vas ondes, nous filtrer ça. Mais on comprend votre indignation, mesdames et messieurs. 1-877-827-2346. Vous pouvez aussi nous appeler, bien sûr. André Julien est sergent détective à la retraite du service de police de la Ville de Montréal. Juste pour vous dire qu'on avait d'ailleurs demandé Fadi Daguerre, le chef de la police, aujourd'hui, parce que... mais on est très content de vous avoir, André, par ailleurs. Il y a 500 policiers là, qui ont été dépêchés, 500 policiers du SPVM. Et de la Sûreté du Québec aussi, qui sont venus prêter main forte, qui sont mobilisés là aujourd'hui. Il y a 150 agents de sécurité. Vous avez déjà eu à gérer ce genre de défi majeur, André, là, surtout avec des manifestants masqués. Pouvez-vous nous dire un peu ce que ça représente justement comme défi de contrôle des foules qui manifestent? Ben, c'est un grand défi. Hein. Faut comprendre une chose, là, c'est que si on parle de 500 policiers, 150 agents de sécurité, ben, vous savez, le corps de police de Longueuil a 700 d'effectifs, Laval a 900 d'effectifs. Parce qu'on se rend compte, là, c'est qu'il y a des petits corps de police au Québec puis au Canada qui n'ont même pas cet effectif-là. Fait que c'est sûr et certain que c'est gros. Vous savez, c'est toujours de trouver le point d'équilibre entre l'exercice du droit fondamental d'expression puis de manifester et le fait aussi qu'on se doit de garder l'ordre et la paix et s'assurer que les gens ne commettent pas d'actes criminels et n'enfreignent pas de règlement. Fait que c'est sûr que c'est vraiment un exercice d'équilibriste qui n'est pas facile, surtout lorsqu'on tombe dans des sujets qui sont très émotifs. Puis en même temps, ben là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a l'impression un peu que cette manifestation-là aura pour effet de glorifier justement l'acte d'un groupe qui est sur la liste d'entités terroristes au Canada. Oui, puis surtout, on le disait, là,
il y a toujours des gens qui viennent, des fauteurs de troubles, des gens qui viennent foutre le feu, foutre le bordel, le feu littéralement, là, qui veulent faire du grabuge, casser des vitrines, juste pour créer le chaos, dans le fond. Oui, c'est sûr. Il y a des gens, vous savez, là, il y a l'unité là, de la division du renseignement, quand j'y œuvrais, on avait un module là, qui s'occupait principalement là, de tout ce qui touche là, les perturbations sociales, les groupes extrémistes, des choses comme ça. Et ces gens-là sont connus parce que on se rend compte d'une chose, là, c'est qu'ils sont présents dans à peu près toutes les causes. Et en fait, des fois, on a même l'impression que la cause, là, ce n'est qu'un prétexte. Là. Ils n'en ont rien à foutre de la cause. C'est vraiment, vraiment d'aller là puis de faire de la casse. Euh, puis tu sais, le parallèle que je peux voir, c'est un peu comme les gens qui sont là, qui jouent du tam-tam, ben ils sont pas là pour la cause, ils sont là parce qu'ils sont engagés pour jouer du tam-tam. Fait que donc, des fois, il n'y a pas de lien entre la cause et la présence des gens. Et c'est malheureux parce que, vous savez, évidemment, il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui, pour des raisons personnelles de conviction, veulent dénoncer une chose ou une autre. Mais encore une fois, ces gens-là, eux, leur but, c'est uniquement d'en découdre avec les forces de l'ordre, c'est de provoquer les forces de l'ordre et par la suite de s'instituer en victime et de faire l'image ou la clip qui va faire en sorte que l'utilisation de la force de la part de la police nous fera mal paraître. Ouais, ceux qui nous regardent à Cube Télé, là, on vient de voir des images, justement, je pense que ça devait être à McGill ou à Concordia, où on voit des jeunes, évidemment tous, c'était à Concordia, merci, arborant le foulard palestinien, puis évidemment tous masqués, venir déranger des salles de classe, commencer à haranguer d'autres élèves. Là, on assistait à une discussion entre étudiants. Ils sont 6-7, là, puis ça vient foutre le bordel dans une classe. Là. On peut se poser la question aussi sur l'élément véritablement démocratique de tout ça, parce que quand tu agis comme ça, puis que tu perturbes, c'est une atteinte à la démocratie aussi, parce que tu empêches les autres d'avoir accès à l'éducation. Tu pourrais aussi plaider ça. Puis justement, là, je reçois un commentaire à l'instant qui dit « Il faudrait que ça cesse d'avoir un impact ici au Canada et au Québec. Personne n'est directement mort ici dû à cette guerre. Et c'est horrible, mais la manifestation ne fait que donner de la visibilité aux deux parties, alors qu'un autre commentaire se plaint que la ville ne fait rien. Les gens qui sont excédés là, par ça, définitivement, Isabelle. Ouais. On a une réponse. Le service de police de Montréal nous a évidemment décliné l'entrevue, mais puis on voulait avoir un petit peu d'informations. Évidemment, ils nous ont dit qu'ils ne dévoilaient jamais leur stratégie d'intervention, qui vont adapter leurs opérations en fonction de la situation puis du comportement des gens. André Gélina, là-dessus, on se prépare quand même en amont. Là. Je peux pas croire que la police attend de voir qu'est-ce qui va se passer puis décide la brûle pour point. Là. On doit avoir quand même plusieurs scénarios là, de préparation. Bien, c'est sûr et certain. Vous savez, à toutes les fois que ce genre de manifestation-là est annoncé, évidemment, nos services de renseignement vont essayer de colliger le plus possible d'informations, à savoir qui sont les responsables, est-ce qu'il y a un itinéraire, est-ce que les responsables collaborent. Bon, dans un cas comme ça, j'en douterais beaucoup. Mais en même temps, par la suite, lorsqu'on a réussi à avoir le plus d'informations possible, on va faire ce qu'on appelle une évaluation du risque ou une évaluation de la menace. Là. Et à ce moment-là, notre unité de planification opérationnelle va mettre en branle un paquet de choses et va justement s'assurer d'essayer d'évaluer l'endroit où ça va se produire, de quelle façon on doit intervenir, de quelle façon on doit disposer nos forces. Évidemment, quand je vous disais que c'est un point d'équilibre, c'est qu'à un moment donné, on veut en mettre juste assez pour justement ne pas tenter d'envenimer les choses, mais en même temps, on a aussi des forces de réserve qui, eux, peuvent être appelés et mobilisés rapidement si jamais ça dégénère. Parce qu'encore une fois, on l'a vu dans un paquet de manifestations, vous savez, puis tu sais, moi, avant d'être un policier retraité, d'un policier actif, je suis un citoyen. Ouais. Puis c'est sûr et certain que des fois, on se pose toujours la question, pourquoi ils interviennent pas, pourquoi ci, pourquoi ça? Ben, vous savez, le problème, c'est que on est blâmé si on n'intervient pas, puis on est blâmé si on intervient, parce que, bon, il risque d'avoir un peu plus de casse, il risque d'avoir de l'utilisation de la force. Fait qu'encore une fois, ce sont tous des facteurs qui sont pris en considération par les commandants qui sont sur les lieux et qui, eux, reçoivent les directives. Évidemment, souvent, lorsque vous êtes posté à un endroit, vous avez juste une vision un petit peu de votre coin à vous. Mais il y a des gens qui sont dans notre centre de commandement qui ont une vision globale et à partir de ces informations-là, ben, ils nous aident à prendre des décisions sur le terrain. Mais vous savez, c'est pas facile parce qu'encore une fois, je pense que monsieur, madame, tout le monde se pose la question de est-ce qu'on est en train d'encourager
un acte terroriste, puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui se posent la question à juste titre aussi, c'est ça va changer quoi qu'ici on casse tout, puis Exact. qu'on s'indigne, parce que je pense pas que c'est ce qui va mettre de la pression autant sur Netanyahou que sur le Hamas. Je pense qu'on est assez négligeable sur l'échiquier mondial. On devrait peut-être un jour s'en rendre compte. Là. Puis là, ceux qui en souffrent, ben, ça va être les gens qui vont payer évidemment tous les dommages, qui les payent depuis 2 ans, puis qui payent aussi l'énorme facture de temps supplémentaire et de mobilisation de la part du service de police. Puis il faut comprendre une chose, là. Le service de police, c'est facile de casser du sucre sur le dos de l'organisation, mais il faut regarder quels moyens et quel leadership nos politiciens, tant municipaux que fédéraux, nous donnent. Ça, il faut le comprendre aussi. Oui. Merci pour ça. Je vais vous entendre maintenant sur un autre dossier qui nous occupe beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. La police a diffusé, c'était en conférence de presse il y a quelques heures, une couple d'heures, là, on a une vidéo de caméra de surveillance qui montre une personne, peut-être on pense celle qui aurait, et puis on la voit en ce moment à ceux qui nous regardent à Cube Télé, là, une personne qui marche, c'est à 20h40 à peu près du soir. On voit pas grand-chose, mais on voit quand même quelqu'un qui marche avec ce qui pourrait être un bébé dans les bras, mais on le voit pas non plus. C'est pas clair si c'est un homme ou une femme, mais et ça serait donc tout près de cette résidence de Longueuil où on a vu plus tard que le bébé avait été abandonné sur le pas de la porte. On espère vraiment, André Génian, que quelqu'un puisse voir cette vidéo puis reconnaisse la personne là, qui apparaît sur ces images. Est-ce qu'il y a un potentiel, effectivement, qu'on arrive, grâce à cette vidéo-là, à retracer la personne? Ben oui, on le souhaite, évidemment. Là, des gens qui connaissent cette personne-là, des fois, peuvent remarquer juste la façon dont cette personne-là marche, la façon dont elle se positionne. Vous savez, quand on connaît les gens de notre entourage, on va remarquer des détails. Il faut comprendre aussi, c'est que c'est un acte criminel, c'est un acte mixte, une infraction mixte de l'article 218 du Code criminel qui dit que si on abandonne un enfant de moins de 10 ans, bien évidemment, on s'expose à jusqu'une peine de 5 ans. Mais vous savez, dans un cas comme ça, généralement, ce qui est important de comprendre, c'est est-ce que... évidemment, c'est un cas de misère humaine, là, je veux dire. Il y a sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné à quelque part. Puis c'est toujours désolant de voir des choses comme ça. Parce que souvent, ben, des solutions, il y en a. Mais évidemment, cette personne-là ne les a pas retenues pour en arriver là. C'est toujours difficile aussi, comme policier, d'intervenir sur des situations comme ça. Moi, je me souviens d'être souvent avoir été appelé de la part de parents qui disaient « Tiens, prends mon enfant, j'en veux plus ». Et là, à ce moment-là, ben, on devait se retourner vers la DPJ. Mais c'est sûr qu'émotivement parlant, c'est toujours des situations qui sont éprouvantes, notamment pour l'enfant, mais pour ceux qui doivent intervenir dans ce dossier-là aussi. Puis vous, comment vous réagissiez quand ça vous arrivait, M. Gilina? Ben, vous savez, nous autres, on a un devoir de réserve, un devoir de neutralité. Je suis pas là pour juger cette personne-là. C'est sûr que ça nous fait toujours un pincement au cœur parce que, vous savez, on voit la réaction chez l'enfant. Puis, vous savez, il y a des enfants qui sont pas faciles non plus, là. Je veux dire, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Mais c'est ça, c'est des situations de misère humaine où que tu dis, bon, ben, on va essayer d'humaniser ça le plus possible, mais évidemment, bon, ça tombe dans les mains de la DPJ, puis à un moment donné, il y a des décisions froides qui doivent être prises, là. Ouais, d'ailleurs, le bébé, là, qui est quand même en bonne santé, semble-t-il, va être confié à la DPJ. Merci beaucoup, André Gélinas, sergent détective à la retraite du SPVM. Juste vous donner le numéro de téléphone. Si jamais vous voyez cette vidéo, on y voit une personne qui marche avec, on dirait des bas blancs, des sandales, un pantalon foncé, genre legging, et un capuchon noir, ouais, avec une espèce de tas, comme une couverture. Si vous avez de l'info, vous appelez le service de police de l'arrondissement de Longueuil, le SPAL, au 450-463-7211.